Le sujet va forcément intéresser Hamidou dans Terre et Terroir. On parle également de la protection des êtres humains de manière générale, hein, c'est tout. Et les animaux en font évidemment partie. On reçoit ce matin le directeur général de l'ONG Brooke, Monsieur Emmanuel Bouressard. Bienvenue encore sur le plateau de la matinale Quinqueliba. Vous avez du pain sur la planche hein, quand on voit parfois ces équidés, ces chevaux surtout qui souffrent, hein, qui sont parfois maltraités, ces charrettes. On se dit il y a encore du chemin à faire. Hein. Avant de répondre à votre question, je voudrais peut-être faire un peu d'historique par rapport à la Journée internationale des animaux qui sera célébrée demain le 4 octobre. Cette journée est célébrée depuis les années 30. Hein. En 1931 exactement, il y a une grande conférence qui a réuni la Ligue internationale pour la protection des animaux. Et il a été décidé que chaque année, le 4 octobre, il serait important de célébrer les animaux en général. Alors, le 4 octobre également, c'est la fête de Saint François d'Assise, qui est un saint dans l'Église catholique, qui est considéré comme le saint patron des animaux, et qui disait que les animaux sont des créatures de Dieu, et qu'en ce sens, il serait important de les protéger. La référence à Saint François d'Assise, elle est importante, juste pour dire également que dans les textes religieux du Coran ou de la Bible, on trouve beaucoup de références sur le bien-être animal pour dire que ce n'est pas un concept importé. C'est un concept bien de chez nous et c'est une réalité. Maintenant, pour revenir à la maltraitance des animaux au Sénégal, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects liés au manque de connaissances, mais il y a également beaucoup d'aspects liés à l'économie, c'est-à-dire la surexploitation des animaux à des fins économiques. Vous avez vu récemment, lorsqu'il y a eu les inondations, on a vu ces images qui sont passées, qui ont été virales sur le net, des gens qui utilisaient les chevaux pour faire traverser des marchandises et des personnes, au risque de la vie de ces animaux, au risque de leur propre vie. Alors que justement, ces animaux sont un moteur économique, ce sont ces animaux qui leur permettent d'engranger des revenus. Donc je pense qu'il y a ces deux liens, là, le manque de connaissances, le manque de prise de conscience, et je pense le poids économique, qui sont deux raisons en tout cas qui peuvent expliquer la maltraitance. Donc généralement, c'est l'appât du gain qui explique un peu cette maltraitance dont sont victimes les animaux de trait ici au Sénégal, vous l'avez dit, et je crois que c'est ça la triste réalité aussi, il faut le dire. Mais pour y faire face, il faudrait peut-être qu'il y ait certes de la sensibilisation, comme vous le faites souvent dans certaines zones du Sénégal, mais aussi qu'il y ait, disons, un cadre juridique pouvant protéger ces animaux-là. Est-ce qu'il y en a au Sénégal? Alors, le Sénégal est chanceux parce que nous sommes l'un des seuls pays en Afrique de l'Ouest, en tout cas, à avoir différentes directions au niveau du ministère de l'Élevage, une direction spécialisée sur les équidés de trait. J'en parle parce que Brooke, effectivement, le focus est sur les chevaux, ânes et mulets. Bien sûr, tous les animaux sont importants et demain, la journée internationale des animaux célèbre l'ensemble des animaux. Voilà. Mais pour nous, dans ce contexte, c'est plus ces chevaux, ânes et mulets. Alors, nous avons une direction du développement des équidés au sein du ministère de l'Élevage qui fait un travail exceptionnel. Nous avons un arrêté interministériel signé par le ministère de l'Élevage, le ministère du Transport et le ministère de l'Intérieur qui consacre justement différentes dispositions relatives au transport hippomobile. Et nous avons dans le Code pénal du Sénégal des dispositions relatives à la maltraitance des animaux. Donc le cadre juridique législatif, il existe. Je pense que c'est plus un problème d'appropriation, mais également un problème d'application. Alors comment, est-ce que certainement vous êtes outillé en la matière, vous avez une expertise avérée dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez des suggestions à faire, par exemple, à nos autorités pour que ces textes-là qui sont là, qui semblent bien fonctionner, si elles étaient mises en pratique, puissent être appliquées? Comment le faire? Tout à fait. Alors, le rôle de Brooke, comme vous l'avez dit, c'est un rôle de sensibilisation, d'information et de formation. Nous n'avons pas la possibilité d'agir sur le terrain et de légiférer. Ce pouvoir de police. Bien vrai que quelquefois, on a envie de descendre et de prendre la cravache du charretier et de peut-être le lui taper justement pour régler le problème, soit dit en passant. Mais je pense qu'il y a un problème d'abord d'information. C'est-à-dire que les textes, ils existent. L'arrêté interministériel a des différentes dispositions, mais ce sont les agents qui doivent mettre en œuvre ces dispositions qui ne sont pas forcément informés. Donc je pense qu'il y a d'abord un travail d'information, de communication. Je donne un exemple bien simple. Aujourd'hui, dans l'arrêté interministériel, il y a des poids de charge sur les charrettes, asines et équines. Mais vous allez voir que les chevaux vont transporter des tonnes de ciment, de fer et autres, passer devant les autorités qui devraient les arrêter, mais rien n'est fait parce qu'il y a un manque
de connaissances. Il y a, je pense, des cas de maltraitance gratuits. On a vu des gens frapper les animaux. De la cruauté, tout simplement. La cruauté. Et les dispositions existent dans la loi, mais elles ne sont pas appliquées. Donc je pense qu'il faudrait peut-être qu'il y ait quelques cas, des exemples, des gens qu'on prend et justement qu'on juge et que ces cas-là fassent école. Et je pense que à ce moment-là, ça va peut-être régler le problème. On ne fait pas l'apologie de la répression, mais je pense qu'après la communication et l'information, quand les choses continuent, il faudrait qu'il y ait des sanctions. Mais vous aviez une occasion formidable avec cet exemple-là de Rufisque. Je crois que ça s'est passé à Rufisque, avec ce monsieur-là qui risque même de tuer son animal, l'a fait traverser dans presque un cours d'eau, alors que vraiment il y avait des risques d'électrocution et autres. Mais ça, c'est des images, c'est une image virale, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Ça a circulé sur la toile et tout cela. Pourquoi vous n'êtes pas saisi de ce dossier en faisant vraiment un symbole? Ça veut dire que Brooke porte plainte contre cette personne et ça aurait peut-être permis un peu de conscientiser davantage et de... Voilà. Tout à fait. Nous ne voulons pas non plus nous mettre tous les charretiers du Sénégal à dos. Mais là, c'était une occasion, de traçabilité. C'était une occasion formidable. Nous en avons parlé, nous sommes passés dans les médias, mais retrouver ce charretier était un problème. Parce que justement, ils ne sont pas forcément immatriculés, ils ne sont pas forcément en association pour pouvoir les retrouver. Et le problème de l'immatriculation, justement, se pose. Comment arriver à formaliser les regroupements de charretiers pour les former, mais également pour pouvoir les retrouver en cas de problème. Il y a aussi la question de la santé animale. En fait, beaucoup de ces animaux ne bénéficient pas de bon suivi médical. C'est comme qui dirait que c'est un luxe pour eux, alors qu'ils apportent quand même beaucoup de bénéfices à leur maître, à leur propriétaire. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau aussi pour accompagner ces propriétaires-là à bien prendre en charge, en tout cas sur le plan médical, ces animaux de traite-là? Alors, les aspects positifs, c'est qu'au Sénégal, nous avons au moins 3 écoles, 3 établissements qui forment les vétérinaires. C'est l'école vétérinaire de Dakar, qui forme les paraprofessionnels vétérinaires à Saint-Louis et à Bambey. Donc, il y a des professionnels qui sont sur le terrain. Maintenant, il y a toujours ce problème d'accès aux services, parce que les coûts sont soit excessifs, ou bien les communautés ne sont pas assez sensibilisées à amener les animaux vers les professionnels. Notre travail, justement, c'est de mettre en relation ces professionnels avec les communautés et de leur dire, quand vous avez un problème avec vos animaux, amenez-les chez les vétérinaires. Il y a eu un cas de grippe cette année au Sénégal. C'est la grippe équine qui a dévasté le cheptel équin et asin. Plus de 6000 mortalités au Sénégal. Dans d'autres pays de la sous-région ouest-africaine, c'est allé jusqu'à 300 000 ânes qui ont été décimés. Et ça, je pense que, comme on dit, à quelque chose malheur et bon, ça a permis de relever le profil de ces animaux et de se dire, ah tiens, ils sont importants. Le Sénégal a pris cette question à bras le corps. Il y a eu beaucoup de sensibilisation parce que comme c'était une épidémie virale, il n'y a pas de vaccin. Parce que pour produire le vaccin, il faut faire un sérotypage, connaître la souche. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Mais le laboratoire vétérinaire a quand même fait un travail très important pour identifier le problème et former les propriétaires. De quoi est-ce qu'il s'agissait? C'était principalement de mettre les animaux en quarantaine, de prendre certaines mesures de biosécurité pour éviter la contamination. Mais je pense que ça a permis réellement de sensibiliser les gens et de se rendre compte que du jour au lendemain, on peut perdre son animal. Alors imaginez, et je pense que ce sera intéressant dans le reportage d'Amidou, imaginez en début de campagne hivernale, une famille qui perd son cheval ou son âne. C'est une famille qui perd ses moyens d'existence et qui devient pauvre. Alors pourquoi ne pas mettre l'accent aussi sur cela, sur ce levier-là culturel, pour peut-être amener les gens à revoir leur comportement avec les animaux, parce que ça n'a pas été toujours le cas dans nos pays, surtout ici au Sénégal. Tout à fait. La culture est un élément très important dans la sensibilisation. Et au Sénégal, nous avons beaucoup travaillé avec les comédiens de la place, je ne les nommerai pas, pour faire des sketchs qui sont passés régulièrement à la télévision. Nous avons au Burkina Faso, nous intervenons le Théâtre Forum, qui est un théâtre qui permet justement de la participation des communautés. Mais il y a également un élément qui est très important, c'est la compassion. Et la compassion, il faudrait également qu'on puisse la bâtir. Je parlais des textes religieux. Nous sommes en train de développer aujourd'hui un argumentaire religieux sur le bien-être animal à partir des textes bibliques et coraniques. Justement pour dire aux gens, ces animaux sont des créatures divines qui ont été mises à la disposition de l'homme pour servir. Donc l'homme également a le devoir de s'en occuper. Ce sont des chantiers sur lesquels nous sommes et nous espérons pouvoir collaborer également. Et généralement, quelles sont vos zones d'intervention ici au Sénégal? Alors, nous intervenons dans le bassin arachidier, nous sommes dans la région de Fatick, dans la région de Louga, Thiès, Diourbel. Nous intervenons au Burkina Faso. Nous avons également commencé à faire une extension sur la Gambie et le Niger.
Le Niger a l'une des populations asines les plus importantes, mais c'est le pays qui a été le plus touché en Afrique de l'Ouest justement par rapport à la grippe équine. Nous avons un autre bureau qui se trouve en Afrique de l'Est, au Kenya. Et là-bas, il y a un problème beaucoup plus important que celui que nous vivons actuellement, c'est le commerce des peaux d'âne. Il y a des gens qui achètent les ânes, qui les tuent juste pour la peau, parce que cette peau est destinée à être exportée en Chine pour fabriquer une gélatine. Et cette gélatine est utilisée dans les produits cosmétiques et elle aurait des vertus de rajeunissement, etc. Mais vous imaginez, pour justement une certaine classe aisée en Asie, on est en train de décimer des animaux qui servent à des communautés en Afrique de l'Est. Et en Afrique de l'Est, actuellement, le gouvernement a autorisé des abattoirs. Et ces abattoirs ont la capacité d'abattre 1000 ânes par jour. Alors, imaginez une population de 1,8 million d'ânes, qui actuellement est passé à environ 1 million parce qu'il y a eu justement cet abattage massif. Au Kenya, si rien n'est fait, d'ici à 5 ans, il n'y aura plus d'ânes. Et c'est vraiment un gros problème. Il y a eu des essais en Afrique de l'Ouest, mais les gouvernements se sont levés très tôt. Au Sénégal, il y a eu un arrêté qui a interdit l'exportation des peaux d'âne. Au Burkina, au Niger, c'est pareil. Mais comme vous le savez, nos frontières sont poreuses. Donc le commerce illégal se fait actuellement à travers du Mali vers le Burkina, en allant vers les frontières du Ghana, du Nigeria, du Bénin. Et ces peaux continuent à être exportées. Donc ils abattent les ânes pour les peaux. La viande n'est pas consommée. Et du jour au lendemain, des communautés se retrouvent justement sans leur moteur, en fait. Allez-y, Sarah. Je voulais juste savoir, on connaît désormais vos zones d'intervention, mais comment vous organisez ces campagnes de sensibilisation? Vous regroupez des gens, vous allez, je ne sais pas moi, dans les médias. Comment vous organisez cela? Oui, c'est une question très intéressante. Et nous ne faisons pas d'intervention directe. Nous sommes une petite équipe de 17 personnes composée de vétérinaires, sociologues, etc. Nous travaillons avec des organisations paysannes. Donc, dans chacune de ces régions, nous avons identifié une organisation qui est à même de développer les projets. Nous développons un plan d'action et ils sont en charge de mener ces actions-là. Donc, au Sénégal, ce sont des organisations paysannes. Au Burkina, ce sont des ONG locales. Donc, ce sont des structures qui sont dans la communauté, qui vivent avec la communauté et qui sont en mesure justement de faire passer les messages. Maintenant, notre rôle, c'est surtout dans la formation des personnel vétérinaire, parce que nous avons une équipe qui renforce les capacités des vétérinaires. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, les vétérinaires sont très experts sur l'élevage en général, le bétail, les grands ruminants, petits ruminants, un peu moins experts sur les équidés. Donc nous avons également ce rôle de formation, de renforcement de capacité pour les prestataires de services, les vétérinaires et les paraprofessionnels. Et vous ne voulez pas un appoint à l'État et aux acteurs par rapport à la préservation déjà de nos races locales, mais aussi à leur amélioration sur le plan génétique? Il y a des expériences qui sont faites un peu partout. Le Sénégal même s'est doté d'un hara national à Kébémer. Alors qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Alors le Sénégal, comme vous l'avez dit, a effectivement un dispositif de hara dans les différentes régions. Et le programme d'insémination est quelque chose qui marche. Donc, mais nous ne sommes pas impliqués parce que notre travail, c'est plus sur les équidés de trait. Maintenant, le ministère de l'Élevage, nous sommes en collaboration, en relation directe avec eux. Et d'ailleurs, il est prévu dans les semaines à venir des formations, justement, des agents du service public sur le bien-être animal. C'est dans ce cadre-là que nous collaborons. Nous avons un protocole. Et chaque année, depuis bientôt 5 ans, nous mettons à la disposition du ministère de l'Élevage le livret signalétique et sanitaire pour les chevaux, qui permet de consigner les actes de santé pour les chevaux. Donc normalement, chaque cheval qui fait le transport devrait avoir son livret. Et le propriétaire devrait l'amener vers le vétérinaire pour faire les soins et faire les vaccinations. Et la vaccination contre la peste équine est par exemple obligatoire. Très bien. Restez sur le plateau avec nous. J'allais dire, cet entretien a été vraiment très intéressant. C'est la perception qu'il faut peut-être changer aussi, et c'est dans cela que vous travaillez.